Franck Galland est l'un des meilleurs analystes européens des questions géopolitiques et sanitaires liées aux ressources en eau. Il est l'auteur de Guerre et eau. En entrant en guerre en 1914, l'armée française n'a pas pensé au problème de l'eau sur le champ de bataille. Une catastrophe. L'armée française rentre en guerre sans avoir pensé à l'eau dans la manœuvre militaire, malheureusement. Ce qui fait que nous avons perdu des dizaines de milliers de soldats à cause de maladies hydriques sur les premières semaines, sur les premiers mois de 14. Alors suite à cet épisode assez dramatique des premiers mois de 14, l'armée française se réorganise, prend pour modèle ses alliés. Aujourd'hui encore, l'eau est vitale pour les armées, notamment en zone aride. Donc l'alimentation de nos soldats se fait aujourd'hui par deux biais. L'eau en bouteille, qui est acheminée à grand renfort logistique, et puis de l'eau traitée, qui est acheminée par camion-citerne, par grande bâche-loupe, et qui sert essentiellement à des besoins d'hygiène, puisqu'on estime, je dirais, en milieu tempéré, vous et moi, alors que nous ne nous battons pas, il faut 3 litres pour ces eaux de boisson par jour, mais il faut 30 litres pour ses besoins d'hygiène. Alors forcément, quand on combat en milieu désertique, il faut multiplier par 2, par 3 ces consommations en eau de boisson, et pour les besoins d'hygiène, qui sont éminemment importants à satisfaire, on a aussi besoin d'eau traitée de qualité potable. Vous parlez de guerre contre l'eau. De quoi s'agit-il ? L'un des enseignements de la Seconde Guerre mondiale est que malheureusement on pouvait faire la guerre contre l'eau. Les armées alliées, pour affaiblir la puissance économique de l'Allemagne nazie, n'ont pas hésité à bombarder des barrages. De 1945 à nos jours, malheureusement, on a continué ce type d'action de réponse militaire, mais elles ont été accentuées par un rapport du faible au fort. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit très bien que l'armée islamique au Levant, Daesh, dans son occupation de la Syrie et de l'Irak, s'en est pris aux ouvrages hydrauliques. Qui tient les barrages, en amont, tient l'aval. Et en fait, qui tient les barrages, la personne qui fait ça, le groupe qui fait ça, devient hydrodominant. C'est exactement ce que l'armée islamique au Levant a voulu faire. Au-delà de ces prises de contrôle de barrages, on a malheureusement la pollution de l'eau intentionnelle. Le théâtre syrien l'a très clairement montré. De part et d'autre, on a pollué sciemment des ressources en eau brute, ce qui fait que, par exemple, la ville de Damas a manqué d'eau sur l'hiver 2017. Et ensuite, autre sujet lié à la pollution des eaux traitées en réservoir. Donc on voit bien que ces réponses du faible au fort dans les guerres asymétriques prennent l'eau en otage. L'eau est source de tensions internationales. D'après vous, où se situe le problème le plus inquiétant ? Vous avez une zone de tension particulièrement inquiétante qui est la zone sur le Nil bleu plus précisément. On a ce grand barrage Renaissance qui a été voulu par l'Éthiopie, dont la première pierre a été posée par feu le Premier ministre Meles Zenawi en avril 2011, alors que les rues du Caire étaient en proie au plus grand chaos, suite à la destitution de Moubarak et aux conséquences des printemps arabes. Ce barrage, aujourd'hui, c'est une réalité. Il est terminé. Et immédiatement, bien évidemment, les Soudanais en aval et surtout les Égyptiens ont émis d'importantes protestations. Parce que pour le Soudan, c'est une chose, mais pour l'Égypte, cette eau du Nil est stratégique. C'est une question de souveraineté, c'est une question de sécurité nationale. Il faut savoir que 98% des besoins en eau de l'Égypte viennent de ce Nil. Donc l'Égypte ne peut pas accepter la moindre baisse de débit du Nil en entrée de son territoire.